Vous prévoyez de changer le véhicule principal de votre famille, mais vous êtes perdu comme beaucoup d'automobilistes. Faut-il acheter un diesel, un essence, un hybride rechargeable, un électrique, une Tesla? Aujourd'hui, Caradiac a pensé à vous et vous propose ce maxi comparatif mettant aux prises toutes les carburations du marché. Notre objectif, relier Paris au Jura, l'aller 100% autoroute, le retour par départemental. Et je vais vous présenter les différents intervenants de ce comparatif. Alors on commence tout de suite par Pierre-Olivier Marie qui a choisi une Tesla Model 3. Ouais, Olivier, la meilleure voiture du monde, motorisation électrique, donc c'est la version grande autonomie, 600 km d'autonomie en théorie. Là je suis à 100%, elle m'indique plutôt 573. Ça tient compte du froid, etc. Elle me dit que je vais m'arrêter une fois pour arriver aux Rousses, au niveau d'Avalon, 35 minutes devrait suffire donc pour rallier notre destination. On continue avec Alain Frolic qui a choisi, c'est le plus aventureux, une Mégane E-Tech. C'est presque la meilleure voiture électrique du coup. Moi j'ai la version, la grosse batterie de 60 kWh. En théorie elle me prévoit un arrêt dans 300 km. Mais sur les applications, normalement au lieu d'un arrêt j'en aurais 2 à faire. Donc je devrais pas être trop loin des autres. Mais bon, j'ai quand même une voiture confortable, 220 chevaux. Ça devrait quand même bien se passer. Le petit nouveau de la bande, Julien Berthaud. Alors Julien, hybride rechargeable pour toi. Oui, alors hybride rechargeable, donc déjà moi je vais pas avoir besoin de recharger sur la route, donc ça c'est quand même pas mal. Donc là on a la 308 en 225 chevaux, avec le moteur thermique de 180 chevaux et le moteur électrique de 110 chevaux. Donc là on a la batterie pleine, elle nous indique 42 km d'autonomie. Et on va rouler en automatique pour qu'il y ait une bonne gestion entre l'électrique et le thermique, et on va voir quelle conso, combien on va consommer en fait. Choix moins aventureux pour Cédric Pinatel qui a choisi une Corolla hybride. Oui, la technologie hybride de Toyota qui est éprouvée depuis très longtemps, depuis la toute première Prius de 1997, donc 122 chevaux, pas besoin de faire le plein et une autonomie maximale ici de 725 km, donc je vais être assez tranquille. Alors choix encore plus pépère pour Alexandre Bataille qui lui prend carrément un diesel. Exactement, moi je suis de l'ancienne école, j'ai choisi la sécurité. Sous le capot on a un 4 cylindres 1,5 litre Blue HDI de 130 chevaux qui m'annonce à peu près 800 km d'autonomie, mais ça c'est indexé sur mon ancienne conduite en ville. Donc moi je pense le dilemme aujourd'hui ça va être qu'est-ce que je vais faire en attendant mes 2 collègues en électrique. Bon alors je me moque d'Alexandre, moi je suis pas mieux, j'ai pris une 308 PureTech 130 chevaux, 640 km d'autonomie, logiquement je devrais aller rejoindre le Jura sans aucun problème, mais le but de ce comparatif c'est quoi? C'est savoir effectivement combien coûte le trajet, on ne parle pas du péage bien sûr parce qu'on parlera même tous la même route, combien coûte donc le trajet, combien de temps vont mettre les voitures pour arriver, est-ce que les électriques vont être pénalisés par le froid par exemple, est-ce qu'ils vont être arrivés 2 ou 3 heures après nous par rapport au véhicule thermique? On va vous dire tout ça. Allez, suivez-nous, c'est le départ de l'aventure. Vous connaissez désormais les forces en présence qui vont se confronter sur ce trajet d'environ 1000 km aller-retour. Vie à bord, consommation, coût d'utilisation, tous les éléments vont être analysés. Les véhicules sont sur un pied d'égalité avec un temps de pause obligatoire et identique pour tous. Le coût du voyage hors péage est calculé sur une base de 1,73 € le litre de gasoil et 1,63 € le litre d'essence. Les véhicules électriques ont fait le plein des batteries à domicile et relèveront les coûts lors des recharges. En cette matinée frisquette, on se demande si la météo va justement jouer des tours aux électriques. Mais pour le moment, tout semble aller pour le mieux à bord de la Tesla. On est parti il y a un peu plus d'1 heure de Paris. Alors, il faut savoir qu'il fait moins 3 degrés dehors, donc forcément pour la batterie, ça n'arrange pas trop les choses en termes d'autonomie, puisque ça consomme beaucoup plus d'énergie. Quoi qu'il en soit, et c'est le gros avantage des Tesla, c'est qu'on a un ordinateur de bord qui vous prend entièrement en main tout au long de votre trajet. Je sais donc que dans 1 heure, exactement à 13h34, je vais arriver au superchargeur d'Avalon, que j'aurai une batterie avec un niveau de 35% et que je devrais m'arrêter 30 minutes afin de pouvoir recharger, d'arriver aux Rousses avec une autonomie de 16% 3 heures plus tard. Je sais aussi que actuellement à la station d'Avalon, sur 16 superchargeurs disponibles, eh bien, il y en a 11 qui sont libres. On est pris en main intégralement par la voiture tout au long du trajet et ça vous apporte une sérénité absolument incomparable. Paris s'éloignant, les premiers kilomètres permettent à l'équipe de Caradiac de constater les points forts et points faibles de chaque auto. Allons voir ce que pensent les conducteurs de thermique de leur modèle. Donc là on est sorti de Paris, on a fait à peu près une 50aine de kilomètres. Donc je vais vous faire un petit point sur les sensations de conduite en ville.
Donc déjà la bonne chose, c'est qu'on a un bon confort de suspension malgré le poids de l'auto et les jantes de 18 pouces. On a également une bonne gestion du moteur thermique avec le moteur électrique. Donc le passage entre l'un et l'autre est quasiment imperceptible. En revanche, c'est la sensation à la pédale de frein qui n'est pas bonne. On n'a pas quelque chose de constant. Donc on est toujours un petit peu en train de jongler pour pouvoir avoir le bon dosage. Donc ça, c'est un petit point qu'il faudrait quand même régler. Donc voilà à peu près 1 heure que je suis au volant de cette Peugeot 308 PureTech 130 chevaux. Plutôt agréable, un petit peu punchy sur les premiers rapports, donc ça c'est plutôt sympa. Par contre, il est un petit peu bruyant, on l'a déjà dit, ce moteur lors des phases d'accélération. Ça s'entend un petit peu écouter. Donc c'est pas forcément hyper agréable à la longue. Par contre, boîte EAT8 vraiment super bien, hyper fluide au niveau des changements de rapport. Un petit mot forcément sur l'instrumentation 3D haute de cette 308 qui fait pas l'unanimité. Alors ça c'est pas nouveau qu'elle fait pas l'unanimité. De mon côté ça m'a jamais trop gêné car j'arrive à trouver et donc à avoir une position qui permet de voir toutes les instrumentations de la voiture, toutes les infos de la voiture. C'est pas le cas de tout le monde. Il faut bien reconnaître que la partie basse des compteurs est un petit peu cachée, mais c'est pas trop gênant pour moi. Et le premier bilan niveau carburant est quand même plutôt positif avec une moyenne à vitesse stabilisée, donc on respecte les limitations de vitesse 110, 130 et des portions à 90. Je relève une moyenne de 5 litres 2 au 100 km, ce qui, selon mes calculs, devrait m'autoriser à faire l'aller-retour avec un seul plein, à l'inverse de mes petits camarades. Pour Alan et sa Mégane électrique, la première pause intervient assez tôt dans ce voyage. Et quelque chose nous dit que ce ne sera pas son unique arrêt. Ça y est, nous voilà arrivés à notre première étape, à 140 km au sud de Paris. La batterie a indiqué encore 40% de capacité. Bon, là, pour respecter ce que nous indiquent les applications, on s'arrête d'ores et déjà. Les bornes étaient déjà toutes occupées, donc on a attendu 10 minutes, un quart d'heure. Là, on va pouvoir se brancher et ensuite on parcourira environ 200 km pour atteindre le sud de Beaune, se recharger normalement une deuxième et dernière fois et ensuite on ira aux Rousses. Croisons les doigts pour que ça fonctionne comme ça. Le départ ayant été un peu tardif, les premiers gargouillis d'estomac se font sentir. Il est donc l'heure de la pause repas, qui va varier selon la mécanique de chacun. Pour Pierre-Olivier, en Tesla, la sortie du réseau autoroutier est à l'ordre du jour. Sortie à Vallon sur la 6, sortie numéro 22, avec un niveau de batterie de 33%, c'est-à-dire une valeur conforme à ce qui était annoncé 1 heure plus tôt par l'ordinateur de bord. Donc la particularité du réseau de bornes Tesla, c'est que ces bornes ne sont pas implantées au bord de l'autoroute, ou alors très rarement. C'est-à-dire qu'en général, il faut sortir de l'autoroute et se rendre souvent chez Ibis d'ailleurs, parce qu'ils ont un partenariat avec cette chaîne d'hôtels. On est vraiment à 1 minute 30 du péage. Voilà, c'est la première pause, on vient de s'arrêter pour déjeuner et j'ai un gros dilemme. Je sais pas si je prends le burger, le bœuf bourguignon ou la maxi andouillette. Ça y est, notre première recharge est terminée. Ça a été un petit peu long, pour passer de 40 à 80%, on a mis une demi-heure parce qu'on était limité à 50 kW. Donc faut pas qu'on perde de temps parce que là on s'est arrêté quasiment 3 quarts d'heure. Et voilà, une belle andouillette. Je parle de qui là? Absolument infâme. Mes enfants adorent ça. Mais je crois qu'au-delà de 12 ans, c'est plus mangeable ces trucs-là. Pierre-Olivier Marie est parti. Tout simplement parce qu'il n'était pas sûr que sa voiture charge. Donc il est allé vérifier. Et il y a quand même des petites angoisses. On le dit pas devant lui, mais il stresse un petit peu. Alors qu'avec un moteur thermique, l'angoisse, elle n'existe pas. Finalement, tout s'est bien passé. Les voitures et les ventres sont rassasiés. Il est temps de repartir. Donc on a 82%. On devrait donc poursuite du trajet possible. Voilà, on peut repartir, c'est bon. Bon allez, c'est l'heure de reprendre la route. Après m'être substanté, moi je repars faire des kilomètres. Allez, à tout à l'heure. Si tout va bien, en 2h43, on est aux Rousses avec un niveau de batterie de 15%. Ce départ, le cœur léger, ne concerne cependant pas tout le monde. Bon, les amis, c'est la galère. On pensait qu'on allait pouvoir naïvement atteindre l'aire de Beaune 200 km après, mais avec 80% de batterie
sur une capacité de 60 kWh, ça fonctionne pas. Très rapidement à 130 km/h, la voiture nous a bien fait comprendre qu'elle ne ferait pas 200 km en une traite. Donc du coup on n'atteint pas Beaune. On a voulu s'arrêter à une autre aire, ce qui était l'aire de la Chaponne, mais malheureusement c'est une station électrique en construction. Donc pour atteindre Beaune, il nous faut trouver une autre station. On en a trouvé une sur les applications de téléphone. Il nous faut sortir à Pouilly-en-Auxois. Et on a des capacités de recharge de 50 kW maxi, donc c'est pas beaucoup, mais bon, à la réserve on n'a pas fait beaucoup mieux sur des bornes ioniques qui étaient censées donner beaucoup plus. Donc écoutez, c'est un moindre mal. On va en tout cas essayer de voir si cette fameuse borne de Pouilly-en-Auxois fonctionne, récupérer quelques dizaines de kilomètres d'autonomie, foncer ensuite à la Ionity qui elle devrait délivrer plus de 100 kW, et là on devrait pas trop se faire larguer par les copains. Bonne chance Alan. Pendant ce temps, le reste de l'équipe fait un point à mi-parcours. Bilan après 300 km, eh bien je relève une consommation de 5,3 litres, ce qui confirme l'intérêt du diesel sur les grands trajets et notamment sur l'autoroute à vitesse au régulateur. C'est quand même la meilleure de tout le plateau aujourd'hui. Je pense que je suis celui qui va le moins consommer de carburant. Donc nous sommes de retour au volant de la 308, la version hybride rechargeable. Alors on va évoquer quelques chiffres, c'est la version de 225 chevaux. La batterie a une capacité de 12,4 kWh. On est parti de Paris, on avait en autonomie électrique 38 km. Là on n'en a plus que 12. Donc le système privilégie quand même le moteur thermique et ça se ressent aussi au niveau de la consommation parce qu'on est tout de même à 6,8 litres en moyenne, donc c'est pas un chiffre, c'est un petit peu décevant. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un réservoir qui est plus petit, qui fait 12 litres de moins qu'une version de PureTech 130 chevaux par exemple, donc seulement 40 litres. Donc ce qui fait que là, il nous reste 300 km d'autonomie et on va devoir faire le plein très certainement avant d'arriver aux Rousses. Et à mi-parcours donc avec ce PureTech 130 chevaux, autant le dire tout de suite, en termes de consommation, je suis un peu déçu. Je suis à 7 litres au 100 et pourtant je suis calé aux limitations de vitesse à 130 km/h sur autoroute. C'est pas extraordinaire. 130 chevaux, 7 litres au 100. Franchement, je pensais vraiment faire mieux. Pour le reste, voiture toujours agréable, très confortable. Il y a quelques bruits d'air, mais globalement, ça reste quand même plutôt bon et plutôt bien contrôlé. Par contre, je peste contre ce régulateur de vitesse adaptatif qui n'est pas naturel du tout, qui a tendance très rapidement, même si on règle l'écart avec le véhicule qui le précède au minimum, ça freine très rapidement. Bref, c'est pas ergonomique, c'est pas agréable. Résultat, je roule sans régulateur parce qu'autrement c'est ingérable. Alors après plusieurs centaines de kilomètres parcourus au volant de cette 308 diesel, eh bien il y a quand même deux petits défauts à relever. En tout cas, moi qui me gêne. Le premier concerne la visibilité sur l'instrumentation. Le compteur, pour bien avoir une vue dégagée, eh bien, je suis obligé de me lever parce que j'ai la jante du volant qui cache les informations. Ça, c'est dommage et c'est même gênant à la longue. Un affichage tête haute aurait été le bienvenu. Le deuxième défaut concerne les aides à la conduite et principalement l'aide au maintien dans la voie qui est vraiment, premièrement, intrusif. Et deuxièmement, assez violent dans les coups de volant quand la voiture nous remet dans la voie. C'est assez gênant à la longue également. Mais il y a aussi des points positifs. L'insonorisation de la voiture, on n'entend pratiquement pas le diesel. Là, on est à 130 sur l'autoroute. Les bruits d'air sont aussi bien filtrés, tout comme les bruits de roulement. Et à cela, eh bien, on ajoute un amortissement qui est vraiment bien calibré. On a au final une bonne voyageuse. On est à quelques centaines de kilomètres de l'arrivée. J'ai une petite pensée pour mes camarades qui sont au volant des voitures électriques. Alors c'est vrai que moi je suis bien au chaud, j'ai même pas eu besoin de remettre de gasoil. Je vais tout faire d'une traite. Et eux, je crois qu'ils en sont à la deuxième charge, à se les geler avec un pauvre triangle Sodebo sur une aire d'autoroute par -4. Donc c'est vrai que des fois, quand même, le diesel ça a du bon. C'est gentil de penser à eux. Et les fortunes sont diverses en électrique. Oui Alan, c'est Pomme, l'appareil. Oui. Comment ça va? Bien, écoute, l'électrique c'est génial, c'est officiel. C'est officiel? Tu es converti? Ouais, non, pas totalement en fait, pas totalement. J'ai eu la naïveté de croire que je pourrais faire 200 km d'une traite à 130 km/h, mais avec la Mégane et une température inférieure à 0, c'est pas possible. Vers Pouilly-en-Auxois, il m'a fallu sortir de l'autoroute.
Je me suis branché sur une borne EasyVia. J'étais un peu inquiet parce que sur les applications de recharge, ça m'indiquait une puissance limitée à 50 kW. Je sais pas trop pourquoi, parce qu'en définitive, il y avait un peu plus, mais j'ai eu du mal à charger à plus de 70 kW. On a fait une petite pause de 30 minutes environ, et on est reparti. On était à 13%, on est reparti à 53%. Donc on va aller quand même chercher la borne Ionity de Beaune. Ouais, il faut qu'on se refasse un bon petit plein au sud de Beaune, donc ça nous fera, là ce sera notre 3e arrêt. Ah ouais, bon moi de toute façon depuis tout à l'heure je ne pense qu'à une chose, c'est à la fondue jurassienne qu'on va se faire ce soir. Bon bah souhaitons-nous bonne chance, j'ai envie de te dire. Ça coupe manifestement. L'arrivée approche. Les autos vont quitter le réseau autoroutier pour rallier les rousses, ce qui donne l'occasion d'un dernier point sur les véhicules. Alors, qu'est-ce que ça donne la Toyota Corolla hybride sur un long trajet? Eh bien, comme prévu, c'est pas mal. Alors, il y a encore 10 ans en arrière, le simple fait de faire un long trajet avec une hybride Toyota, eh ben, ça donnait un petit peu des sueurs froides, dans le sens où cette technologie était vraiment pas agréable sur autoroute. Ça faisait beaucoup de bruit, en termes de performance c'était mauvais, mais chez Toyota ils ont beaucoup progressé sur ce plan. Le système reste toujours le même, hein. On a un moteur thermique qui est accouplé à un train épicycloïdal qui fonctionne un petit peu comme une boîte CVT, et sur autoroute à 130 km/h ça fait moins de bruit qu'avant, et même avec la version 122 chevaux et non pas la version 184 chevaux haut de gamme, ben en termes de performance, c'est presque suffisant. Alors, le problème qu'on relève quand même sur cette voiture, c'est la consommation qui est dans l'absolu importante. Sur autoroute à 130 km/h, on est ici à 7,4 litres au 100 km, c'est-à-dire légèrement au-dessus d'une motorisation essence simple. Et sur un trajet qui fait 465 km avec beaucoup d'autoroutes pour aller jusqu'à la station des Rousses, eh bien on a ici une autonomie qui est aux environs de 500 km ou légèrement moins. Mais globalement, on peut faire un long trajet et un long voyage avec une hybride Toyota. Alors je suis toujours au volant de la 308 hybride rechargeable. J'ai effectué 380 km depuis le départ de Paris. Il me reste donc 80 km avant d'arriver aux Rousses. Alors la bonne nouvelle, c'est que je ne vais pas avoir besoin de refaire le plein. Au niveau autonomie batterie, j'ai quasiment tout consommé parce qu'elle m'indique plus que 2 km d'autonomie. Au niveau consommation, c'est un petit peu décevant parce que là, elle affiche 7,1 litres au 100 de moyenne. Donc ce qui prouve encore une fois que les hybrides et hybrides rechargeables ne sont pas vraiment à l'aise sur les autoroutes. Mais après, ce qu'il faut dire, c'est qu'elle est quand même plus lourde de près de 350 kg par rapport à la version PureTech 130 chevaux. Alors je viens de sortir l'autoroute, au final pas de problème de confort, je parlais tout à l'heure du bon silence de fonctionnement de la voiture, ce qui est plutôt agréable. Juste un truc moi je veux parler, c'est quand même cet écran multimédia de chez Peugeot de la dernière génération que je trouve plutôt sympa, et notamment leur système de high toggle qui sont des raccourcis là totalement paramétrables. Je trouve que c'est super agréable parce qu'on n'a pas besoin de rentrer dans les menus, on peut mettre vraiment des raccourcis sur les fonctions que l'on veut, une radio, une température de clim. Moi j'ai mis par exemple la possibilité de couper l'avertisseur de franchissement de ligne directement. C'est vraiment super simple et c'est vraiment très agréable. Donc c'était un petit focus là-dessus, et on va faire le point tout à l'heure quand on arrivera aux Rousses pour avoir le premier avis sur on va dire l'allée de ce périple. Ça y est, on est à notre 3e et dernier plein. C'est pareil, là on a été un peu limité en puissance de charge. On n'a pas dépassé les 80 kW, là on est plutôt à 40, on arrive à 80%, donc on va pouvoir y aller. Normalement, on n'a plus de problème, on n'a plus que 135 km, donc on devrait pouvoir atteindre les Rousses, mais on a forcément un peu de retard sur les copains, donc il va falloir un petit peu qu'on accélère le pas pour ne pas être trop ridicule. Mais il ne manquerait pas que quelqu'un à l'appel. Alex et son diesel seraient déjà arrivés? Bon, alors il semblerait que j'ai été victime d'un petit bug de CarPlay. Du coup, j'ai pas pris la bonne sortie. Du coup, je suis obligé de faire demi-tour à la prochaine sortie. Donc, j'ai perdu du temps. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé. CarPlay s'est figé. Je continuais bêtement mon trajet, faisant confiance à la technologie. Et en fait, c'est pas toujours une bonne solution. Alors là, on a quitté l'autoroute et on arrive sur la nationale, une nationale qui traverse des reliefs. Et c'est là qu'on voit très vite les limites
de la puissance du Blue HDI 130. Parfois on a besoin de dépasser, on a besoin de couple immédiat, d'assez de patates. Et là c'est un peu juste quand même, je dois dire. 20 chevaux supplémentaires, ce serait pas de trop. Tout le monde rejoint donc les rousses en pensant à la fondue du soir bien méritée. Tout le monde? Non, car un irréductible Alan ferme la marche avec un peu de retard sur le groupe. Bon alors cette Mégane, à part nos petits problèmes de charge, la voiture totalement électrique, pas de vitesse à passer, silence mécanique absolu, bonne position de conduite, les instruments sont plutôt lisibles, clairs et la carte Google fonctionne bien. Bon malheureusement il n'y a pas de route planeur dynamique qui communique avec la voiture, qui pourrait adapter les pauses aux capacités de batterie et à la consommation d'électricité. Mais sinon pour le reste c'est une voiture tout à fait agréable à conduire. Les seuls reproches que j'aurais à lui faire, c'est que la suspension est quand même un petit peu figée, une sensation un peu ferme, pas très agréable, et d'autre part on a des bruits d'air assez importants au-delà de 100 km/h au niveau des rétroviseurs et du pare-brise. Ça c'est pas top. Courage Alan, une place te sera gardée à table. Il est temps de recharger les électriques et de refaire le plein des thermiques, afin de pouvoir préparer le trajet retour et calculer les consommations. Mais avant tout, et après une bonne nuit de repos, faisons un bilan de ce premier trajet. Alors ça y est, nous sommes arrivés aux Rousses, dans le Jura, et plus précisément au Fort des Rousses, qui se trouve juste derrière nous. Alors, au final, qu'est-ce qui s'est passé durant ce premier aller qui, je vous le rappelle, a été majoritairement fait sur autoroute. Alors pour ma part et pour les thermiques, vous allez voir, pas vraiment de soucis. Avec ma 308 PureTech 130 chevaux, j'ai mis 5 heures de route. Une consommation pas extraordinaire de 7 litres au 100 et il me restait 220 km avant de faire le plein, donc plutôt tranquille. On continue avec Cédric Pinatel qui, je vous rappelle, avait une Toyota Corolla hybride. Alors Cédric, toi? Alors j'ai consommé un tout petit peu plus que toi, 7 litres 3 au 100 km, mais par contre je pouvais aller beaucoup moins loin puisqu'il me restait 23 km d'autonomie à l'arrivée. On passe à l'hybride rechargeable avec Julien Berthaud. Alors toi Julien, comment ça s'est passé? Alors moi j'ai mis 5 heures, à peu près comme vous. Par contre moi au niveau autonomie c'était complètement ric-rac, j'avais plus rien. Il m'indiquait même plus d'autonomie en carburant et en électrique j'étais à 0. Donc j'avais vraiment pas du tout de marge. Et j'ai quand même consommé 7 litres 1 au 100 en moyenne. On continue. Alors la première électrique, on sait très bien que Tesla bénéficie d'un écosystème plutôt bien pensé. Et c'est le cas Pierre-Olivier. Ouais, moi j'ai eu un stop à Avallon, je suis resté 45 minutes, dans des conditions pas faciles pour une électrique, puisque j'ai roulé à 130 tout le long, et parce qu'il faisait des températures négatives, donc 45 minutes de plus qu'une thermique, je trouve qu'elle s'en sort très très bien cette voiture. Et en plus t'as mangé. Et en plus j'ai mangé et tout le reste. On continue. Alors là c'était beaucoup plus compliqué, on le savait dès le départ que le pauvre Alan allait galérer et t'as beaucoup galéré. J'ai galéré parce qu'effectivement les conditions climatiques sont compliquées. J'ai voulu rouler à 130 km/h naïvement. Je pensais que j'allais pouvoir faire peu d'arrêts à 130 km/h. Or, il m'a fallu en faire 3. J'ai mis 7 heures pour faire mon trajet parce que je me suis arrêté 3 fois. Plus de 30 minutes. Il a même fallu attendre qu'une prise se libère à ma première pause. Et en plus, à un moment, je me suis calmé. J'ai roulé un petit peu moins vite pour essayer de préserver un petit peu mon autonomie. Donc voilà. Il te restait combien d'autonomie quand t'es arrivé? Il me restait 25% d'autonomie. Là, je suis à 100%. C'est bon, je peux repartir. Et on termine par Alexandre Bataille. Alors Alexandre Bataille, vous savez, rappelez-vous au départ, c'était je suis tranquille, j'ai un diesel, pépère. Sauf que des fois, il y a le facteur humain qui rentre en jeu et le facteur humain, c'est Alexandre. C'est vrai, c'est le facteur humain. Alors je dois dire que j'ai fait une petite bêtise, j'ai fait bêtement confiance à la technologie. J'avais mis Waze en CarPlay et du coup ça a bugué, j'ai raté une sortie. Du coup j'ai pris un quart d'heure, 20 minutes sur mes petits camarades, mais si on défalque ce temps, j'ai mis comme vous 5 heures. Mais à la différence de vous, c'est que moi je peux passer mes vacances, j'ai pas besoin de remettre de gasoil dedans. J'ai consommé 5 litres 8 sur l'ensemble du parcours et il me restait environ 290 km d'autonomie. Donc voilà, moi je pense que même en éco-conduite sur l'ensemble du trajet, je peux faire l'aller-retour avec un plein. Donc comme a dit Alexandre, maintenant on va repartir sur Paris.
uniquement par départemental. Alors, les électriques normalement vont être un peu mieux que sur autoroute. Et on va vous dire à l'arrivée sur Paris, là par contre on va parler argent, comme ça nous a coûté, on reparlera aussi de temps, et on fera un bilan global de ce périple. Le retour s'effectue par départemental, afin de voir si les consommations sont différentes et comment se comportent les autos. Cela pourrait changer bien des choses par rapport au trajet aller, sauf une chose a priori, la première personne à s'arrêter. C'est cool, bon bah on s'est arrêté à Fontaine-les-Dijon. On voulait aller jusqu'à 3 au début mais c'était pas possible, donc on s'arrête au bout de 150 km. La batterie est à environ 40% de charge. Donc c'est une petite halte, hein, selon l'application on doit s'arrêter 7 minutes. Donc ce sera toujours ça de gagner. Et après on ira recharger à 3 Sud pour ensuite espérer rejoindre Paris d'une seule traite. On va essayer de ne pas faire les mêmes erreurs qu'à l'aller. Je vais rouler un petit peu moins vite, le pied léger. Si j'avais roulé à l'aller à 110 km/h au lieu de 130, j'aurais peut-être pu faire 2 haltes au lieu de 3. Donc là, on va quand même essayer de limiter la casse aussi sur ce trajet retour. Si toutes les motorisations sont différentes sur cet essai, une chose fait cependant l'unanimité pour tous nos essayeurs. En effet, sur ces petites routes si jolies qui font la France, une constatation ressort. Et c'est long, c'est très très long. Oh là là, mais c'est interminable ce voyage, je n'en peux plus. Avec la nationale, eh ben, c'est super je pourrais pas être routier. Vive l'autoroute et vive les péages. Pour s'ennuyer, encore faut-il rouler. Ce qui n'était toujours pas le cas pour Alan. Bon ça y est, on est reparti, on s'est arrêté environ 15 minutes quand même pour assurer le coup. On a atteint 63% de niveau de batterie et direction 3 maintenant pour la prochaine recharge. Ces routes permettent de dresser un bilan de nos autos sur le réseau secondaire. Un peu plus de 350 km parcourus via la nationale et la départementale au volant de cette 308 Blue HDI 130 chevaux et on relève une consommation moyenne de 4,5 litres au 100 km. C'est vraiment bien, par contre ça demande pas mal de sacrifices au niveau de l'ennui total. Donc après avoir parcouru la moitié du chemin, on a une consommation de 5,5 litres au 100, consommation moyenne, pas exceptionnelle on va dire. Hein. La consommation d'un PureTech 130, toujours un petit peu élevée, on le sait, hein, en raison notamment de cette architecture 3 cylindres qui est assez dynamique, mais qui s'est fait partie d'avoir un de ses défauts, c'est d'avoir une consommation un peu plus importante que ce qu'on souhaiterait. Et sans surprise, sur les départementales, le bilan est meilleur que sur autoroute. Hier, on était à 7,3 litres au 100 km en moyenne, et aujourd'hui, on est tombé à 5,6 litres au 100 km. Sans surprise, inévitablement, vu qu'on roule moins vite, eh bien, on consomme moins. Alors, il y a quand même une petite chose à signaler dans ce contexte, c'est que ici, on a des départementales qui sont parfois un peu vallonnées, et en termes d'agrément, eh bien, le moteur parfois est un peu plus bruyant sur les relances lorsque ça grimpe. Donc en termes d'agrément, c'est vrai que par rapport à une motorisation thermique 100% thermique essence, eh bien ici on y perd un tout petit peu en agrément, même si la technologie a beaucoup progressé chez Toyota depuis les précédentes versions du moteur hybride simple qui existe, rappelons-le, depuis 1997. Alors déjà, les qualités, c'est une voiture qui est plutôt confortable. Qui est bien sonorisée, les suspensions sont un poil fermes, c'est jamais cassant. On a un environnement aussi qui est très techno et ça c'est plutôt sympa. On a des rangements assez nombreux, assez volumineux, des sièges aussi qui sont confortables. Et puis bon, bah, ça n'engage que moi, mais j'aime bien cette couleur un petit peu gris-bleu, très particulière. Cette 308 ce n'est pas que des qualités, il y a aussi quelques défauts, notamment ce dosage de la pédale de frein. C'est vrai qu'on a une attaque qui est assez on-off, qui est assez difficile à gérer. Ensuite, la position de conduite, enfin le problème de l'e-cockpit, moi je fais 1,70 m, j'aime bien être assis bas avec un volant haut, et j'ai l'agent du volant qui vient constamment cacher le compteur, donc ça c'est plutôt agaçant. Et le dernier point, c'est l'aide au maintien dans la voie, qui vient constamment corriger la trajectoire, et en fait on est toujours obligé de corriger la correction de trajectoire, donc ça aussi c'est quand même assez irritant. Cette fois, pas de mauvaise surprise pour les électriques, qui vont faire le même nombre de pauses, à savoir 2 pour allier Paris. 323 km en 4h40. Hop, c'est parti. Conso moyenne de 17,2 kWh au 100 km.
c'est 5 kWh de moins que ce qu'on a constaté à l'aller sur l'autoroute. Mais bon, clairement, on se trompe. Et pour Alan, ça sera même l'occasion d'une recharge complète, permettant de déjeuner et de montrer que les bornes ne sont pas forcément synonymes de fast-food. Ça y est, nous sommes à notre deuxième ravitaillement. Donc le précédent n'était pas totalement un arrêt sécurité, finalement il était vraiment nécessaire parce qu'on est arrivé ici, on n'avait plus que 12% de batterie. On a à peu près une demi-heure de charge pour récupérer 80% de batterie, on va en profiter pour faire notre pause déjeuner et normalement on devrait pouvoir regagner Paris sans problème. Bon appétit! Finalement, Paris n'est déjà plus qu'à quelques kilomètres. C'est le moment de rejoindre le point de départ et de tirer les enseignements de ce voyage. Ça y est, nous sommes enfin de retour et comme vous pouvez s'y attendre, ce comparatif a été riche en enseignements. Pour faire simple, on a divisé en 3 parties. On commence tout d'abord par le temps de parcours et pas de surprise dans ce domaine-là, ce sont bien sûr les véhicules thermiques qui se distinguent avec une petite notion particulière pour Alexandre Bataille. Donc toi Alexandre, comme les autres thermiques, tu as mis 11h30 pour faire l'aller-retour, mais tu as une petite chose en plus. Et oui, ce petit chose en plus, c'est la sérénité. J'ai pas eu à m'occuper, à me soucier. Je sais que la voiture pouvait faire l'aller-retour avec un seul plein. Voilà, j'ai mis 11h30. Évidemment, par sécurité, j'ai rechargé aux rousses pour les consommations et ça m'a pris 3 minutes. Alors par contre, bien sûr, et c'est pas une surprise non plus, l'électrique, c'est pas la même histoire. Hein. À titre de comparaison, Alexandre, 11h30 pour l'aller-retour. Pierre-Olivier Marie avec sa Tesla, 13h15. Et alors, la cerise sur le gâteau, c'est Alain, vous s'en doutez, hein, 15h10 avec la Mégane. Ça a été long. Hein. Ça a été long, faut dire que le 130 km/h par des conditions climatiques difficiles comme ça, c'est très handicapant pour la Mégane. Les autonomies fondaient comme neige au soleil. Et donc du coup, c'est surtout à l'aller que j'ai perdu beaucoup de temps. Du coup, il m'a fallu m'arrêter 3 fois. En fait, dans l'idéal, il aurait fallu rouler à 110 pour essayer de ne faire que 2 ravitaillements. J'aurais peut-être gagné 1 heure, je pense. Alors, l'autre critère de ce comparatif, c'était le coût. Combien ça nous a coûté? Et on entend souvent dire que l'électrique coûte beaucoup moins cher que le thermique. Alors, c'est le cas lors de ce comparatif. La Tesla a coûté 76 € à Pierre-Olivier pour faire ce parcours. Par contre, un diesel, ça coûtait 7 € de plus simplement. Donc, Pierre-Olivier, il y a une différence, mais qui n'est pas énorme. Qui n'est pas énorme. Alors 76 €, c'est un montant finalement relativement élevé pour une électrique, parce que quand je suis arrivé aux Rousses, j'ai pas pu me recharger à domicile, j'ai dû prendre une borne publique qui elle facturait à la fois au temps et à la quantité d'électricité distribuée. Donc évidemment ça fait flamber la note. Par contre, j'ai pu quand même modérer l'addition en rechargeant à domicile avant de partir. Donc là évidemment l'électricité ne coûte rien. Un plein de Tesla, là avant de partir, c'est 11 €. Et le troisième point, c'est l'autonomie. Combien de kilomètres on peut parcourir avec nos véhicules? Et là, je reviens voir Alexandre Bataille, puisqu'on a beau dire tout ce qu'on veut, hein, le diesel en matière de tranquillité et de sérénité, c'est quand même largement mieux. Alexandre, combien tu as parcouru de kilomètres? Alors j'ai parcouru un peu plus de 900 km. Je sais que la voiture me donnait un peu plus, surtout sur la partie route du retour, puisque évidemment la consommation moyenne était en baisse, donc du coup l'autonomie augmentait. Oui, je le répète, c'est la sérénité. Et aussi au niveau aspect budgétaire, ça reste quand même, malgré la flambée des coûts du carburant, encore intéressant pour ce type d'utilisation. Alors on va parler des électriques un petit peu à titre de comparaison. La Mégane c'était 200 km à 130 km/h et la Tesla aux environs de 350 km. Alors on va essayer un petit peu de synthétiser tout ça. Alors oui, effectivement, on crache aujourd'hui beaucoup sur le diesel. Toutefois, si vous voulez parcourir beaucoup de kilomètres en tranquillité, un diesel reste aujourd'hui une valeur sûre. Il faudra prendre en compte qu'il y aura prochainement des restrictions de circulation, par exemple pour les centres-villes, qui représentent un vrai handicap. Concernant les petites déceptions, il y a une petite déception concernant la voiture de Julien, qui est l'hybride rechargeable. En effet, on a une 308 hybride rechargeable 225 chevaux, et la consommation n'est pas extraordinaire, puisqu'en effet, elle a consommé 0,1 litre au 100 de plus sur le parcours total qu'une PureTech 130 chevaux. Et il faut faire attention que le prix d'achat est largement plus élevé. Alors certes, elle est plus puissante, mais si on compare par rapport à la PureTech 130, c'est 11 000 € de plus à l'achat. Petite déception également concernant la Toyota Corolla, qui est un véhicule hybride, puisque c'est elle qui a consommé le plus. Et concernant les électriques, alors oui, l'électrification apporte des nouveaux, mais par contre, il faudra bien être conscient que si vous voulez faire de longues distances avec un véhicule électrique, il faudra faire des concessions. Concessions sur la vitesse, Alan le disait, peut-être 110 km/h plutôt que 130, ou alors si vous voulez rouler comme avec une thermique, il faudra être prêt à mettre beaucoup plus de temps sur le même parcours.